sens où ces malformations que je vais vous présenter nécessitent le plus souvent des soins pédiatriques à la naissance et donc toujours envisager un lieu de naissance adapté si possible. D'accord ? C'est vraiment le message le plus important. Alors, pour partir pour faire ce topo, j'ai suivi les recommandations du comité technique d'échographie en France qui avait établi plusieurs recommandations. D'abord, on avait établi plusieurs niveaux d'échographie. Le premier niveau, c'est le niveau de dépistage. Dépistage, c'est ce qu'on fait tous, c'est ce que vous faites auprès de vos patientes. Et promouvoir une culture de dépistage fait référence d'abord à la notion de dépistage. Et donc, c'est quelque chose que vous devriez avoir en tête. C'est, si je veux faire du dépistage de malformation, quelle est la question sous-jacente? Est-ce que ça répond aux critères OMS décrits dans les années 70 pour un test de dépistage? Il faut que ce soit une pathologie fréquente. Il faut que le test que vous lui présentez est inoffensif pour la patiente. Donc là, le test qu'on lui présente, c'est l'échographie. Et que si le premier test est positif, il y a un test diagnostic, ou en tout cas une prise en charge qui peut être efficace et qui peut changer l'histoire naturelle de la maladie. D'accord ? Et donc la patiente doit être informée de ces enjeux-là, théoriquement, avant de... Plus les gens vont faire du dépistage, plus on va avancer aussi sur le diagnostic. Et donc du coup, les limites du dépistage sont en rapport avec les anomalies fétales que vous allez avoir, puisque ces anomalies sont extrêmement rares et elles sont extrêmement nombreuses. Et la prise en charge de ces maladies évolue avec les progrès technologiques. Et certaines nécessitent d'ailleurs, sont des véritables débats d'éthique, notamment quand vous faites un dépistage d'une certaine anomalie et que l'expressivité de l'anomalie n'est pas certaine. Effectivement, on voit les enjeux et les limites de ce qu'on propose au couple. Et donc du coup, le but c'est d'établir des objectifs de dépistage échographique qui doivent se faire avec réalisme et des pathologies reconnues exceptionnellement par des opérateurs très spécialisés ne sauraient faire partie du dépistage en routine. Donc attention à ce que vous allez découvrir. Alors les coupes du CTE, ce sont les suivantes, d'accord ? Lorsque vous faites une échographie du deuxième trimestre, en France, on recommande d'iconographer, donc de montrer 9 images. Les 3 premières images de la colonne de gauche sont les images en rapport avec les biométries, et donc ça c'est vraiment un enjeu simple, mais le but est de dépister les retards de croissance qui ont un haut risque de morbidité et de mortalité périnatale. Après, documenter l'examen morphologique du cœur, celui du rein. Et dans la colonne de droite, on voit la coupe diaphragmatique gauche, le rachis et la coupe nez-bouche, d'accord, pour rechercher les becs de lièvre. Alors, avant de parler de biométrie, il faut savoir dater la grossesse. Un examen de référence est recommandé pour dater la grossesse, c'est la longueur crânio-caudale au premier trimestre. Cette longueur crânio-caudale, vous pouvez faire confiance à cette longueur pour dater le début de grossesse si vous faites une mesure sagittale de la tête au pied, tête au siège, voilà, exactement, du pôle céphalique au siège, une vraie coupe sagittale. Et là, à 5 jours près, vous allez pouvoir dater la grossesse. C'est ce qui est recommandé actuellement dans tous les pays. Dépasser 84 mm, vous ne pouvez plus faire confiance à cette longueur crânio-caudale. Et donc du coup, je le dis pour vous, si vous avez une patiente qui a découvert tardivement sa grossesse, probablement le meilleur moyen de dater sa grossesse est le périmètre crânien. D'accord ? Et donc avant de faire vos biométries pour l'examen morphologique du deuxième trimestre, vérifiez que vous avez une datation précise, parce que toutes les biométries vont être en rapport avec cette datation. Alors les biométries, les 4 biométries qu'on propose, ce sont celles du diamètre, on montrera les images, le diamètre bipariétal, le périmètre crânien, le périmètre abdominal et la longueur fémorale. On fait une estimation d'un poids en utilisant la formule de Hadlock, ça c'est ce qui est recommandé dans tous les pays, et c'est ce que font vos logiciels habituellement si vous utilisez des logiciels. D'accord ? Et puis après, il faut savoir comment évaluer cette estimation de poids et sur quelle courbe est référencée cette estimation de poids. Donc, vous avez des courbes qui doivent être en rapport avec la population que vous soignez. D'accord ? Et donc nous avons en France des courbes françaises. Et on voit les limites de ces biométries, puisqu'au final, quasiment un bébé sur 5 un bébé retardé de croissance a été dépisté par ces biométries.
Actuellement, tout l'enjeu, en gros, un retard de croissance, c'est quoi? C'est un bébé dont l'estimation de poids fœtal est inférieure au 10e percentile. Et dans ces bébés-là, vous allez avoir des bébés qui sont petits de façon constitutionnelle, c'est ce qu'on appelle les PAG, d'accord? Et les vrais retards de croissance. Le retard de croissance, c'est une notion dynamique où sur différents points dans le temps, vous allez avoir une cassure de la courbe de croissance. Et là, lorsque vous avez une véritable cassure de la courbe de croissance, vous savez que vous n'êtes plus en rapport avec un PAG, mais bien avec un retard de croissance. Mais prenez un seuil de 10% pour augmenter la surveillance de ces bébés et le bien-être de ces bébés. D'accord? Vérifier la tension maternelle, vérifier qu'il n'y a pas un contexte de prééclampsie sous-jacent aussi. Alors, les coupes axiales, donc la coupe du diabète bipariétal, vous la connaissez, d'accord? Il faut connaître ces critères de qualité, il faut qu'on soit tous irréprochables lorsqu'on fait des biométries, d'accord? Parce que ça, c'est pour le coup, ça répond à une vraie politique de dépistage, puisqu'on est sur 10% de la population, d'accord? Donc les critères de qualité, c'est une coupe axiale symétrique entre l'hémisphère proximal et distal, avec les thalamiques qui sont bien visibles, une cavité septale, notion fondamentale de l'examen du pôle céphalique, pas de cervelet ici, là on voit la cyclane ambiante, qui est aspect un petit peu triangulaire, une taille suffisamment grande, pas de timbre poste, et avec des calipers qui sont correctement en place. Donc ça donne une bonne imagerie de la biométrie céphalique. L'autre élément fondamental, et plus vous allez avancer dans le terme, plus le poids du périmètre abdominal dans l'estimation de poids fœtal est importante. On veut là aussi une coupe axiale, d'accord, comme une coupe de scanner, symétrique. Mettez le dos sur le côté, pas le dos en avant ou le dos en arrière. Vous allez avoir une bonne évaluation du périmètre abdominal en mettant le dos soit à 3 heures, soit à 9 heures. Donc avec les deux côtés bien symétriques, le sinus portal qu'on voit ici, pas l'insertion du cordon là, l'estomac visible, et effectivement quand vous regardez cette loge rénale, vous ne pouvez pas l'examiner, et quand vous regardez cette loge rénale, vous ne voyez pas le rein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sur la loge rénale, vous êtes juste au-dessus, et vous êtes au niveau des surrénales, d'accord? Faites attention à vos calipers, n'appuyez pas trop sur la sonde, parce que sinon vous allez déformer le périmètre abdominal. Et puis, dernier élément fondamental de l'estimation du poids fœtal, c'est la longueur fémorale. Cette longueur fémorale, attention à la façon de mettre des calipers. Moi, je fais toujours mes mesures à l'aveugle, sans mettre le terme sur l'appareil d'échographie, parce que sinon, il va me dire, attention, ton fémur est trop petit, et souvent, on a envie de tricher, donc du coup, on rallonge la distance, ou on met les calipers pas tout à fait en place. Pour avoir une bonne image de la longueur fémorale, il faut un fémur extrêmement horizontal, oblique un peu comme ça. Vous arrivez toujours, c'est pas très compliqué d'avoir un fémur bien horizontal, donc en tout cas jamais vertical, d'accord? Sinon vous n'arriverez jamais à bien dégager l'extrémité inférieure du fémur. Alors maintenant, si on va regarder l'examen morphologique, qu'est-ce qui nous est demandé sur le pôle céphalique? On nous demande deux choses. On nous demande de détailler les biométries céphaliques, donc ça on l'a fait avec la coupe du périmètre crânien, et puis après on nous demande, et vous allez voir que l'examen morphologique qui est demandé est finalement assez restreint. On nous demande de détailler les contours de la boîte crânienne, en gros qu'on élimine une anencéphalie ou des méningocèles, l'aspect des ventricules latéraux, voir s'il n'y a pas une ventriculomégalie, aspect de la ligne médiane, fondamental. Là, c'est le gros débat en France, savoir comment on peut affirmer que la ligne médiane est normale. Est-ce qu'on peut l'affirmer sur des coupes axiales ou est-ce qu'on est obligé d'aller faire une coupe sagittale qui est compliquée techniquement pour essayer de voir le corps calleux? La cavité du septum pellucidum doit être visualisée et il faut l'iconographier sur le périmètre crânien et aspect de la fosse postérieure. Donc au final, des choses qui sont assez simples. Ces choses peuvent être évaluées par 3 coupes. Donc lorsque vous faites un examen de dépistage du pôle céphalique, je pense que vous pouvez vous contenter de ces 3 coupes. La coupe que je vous ai montrée tout à l'heure sur le périmètre crânien, la coupe de la fosse postérieure, c'est une coupe cavo-thalamo-cérébelleuse, d'accord? Donc c'est juste un plan en dessous, je vous montrerai, et puis la coupe transventriculaire où vous allez pouvoir mesurer l'étage ventriculaire. Et en faisant ces 3 coupes-là, vous allez faire un examen de dépistage de qualité par rapport au pôle céphalique. D'accord? Donc ça, je vous le montre en dynamique. Je vous ai mis pas mal de vidéos pour que ça puisse reproduire l'examen qu'on fait habituellement. Vous voyez, là,
Je tourne que ma sonde, la partie gauche de ma sonde. Vous voyez ce que je... Donc là, je reviens sur l'étage transventriculaire. Le troisième ventricule est ici. Prenez l'habitude de regarder tout ce qu'il y a. La vallée sylvienne est là. On est vraiment au deuxième trimestre. Elle est complètement ouverte. Et en fait, quand vous avez le couple du périmètre crânien, il y a juste cette partie-là à tourner. La partie gauche de la sonde, et vous allez voir la fosse postérieure. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Ça, c'est un élément fondamental. Cette diapo vous permet d'avoir une idée de tout ce qui peut être évoqué sur une anomalie de cette coupe-là. La cavité septale est un élément fondamental du complexe antérieur et on regardera les éléments qui sont visualisés par la cavité septale. En gros, la cavité septale, lorsque vous ne voyez pas la cavité septale, le souci que vous évoquez est une agénésie du corps calleux. D'accord? Le corps calleux, ce sont ces fibres qui font, c'est une commissure qui permet de faire passer les fibres de l'hémisphère proximal à l'hémisphère distal. Vous avez le troisième ventricule qu'on peut voir. Les ventricules, vous avez une idée de la dilatation ventriculaire en regardant les glandes frontales. Et l'avantage de cette coupe, c'est que vous voyez les côtés, l'étage ventriculaire proximal et distal. Quand vous mesurez votre ventricule, vous ne voyez que l'aspect distal, et vous n'avez pas d'idée sur le proximal. Cette coupe vous dit, attention, là les ventricules sont bien symétriques, donc ce que je vais mesurer là correspond probablement à ce que je mesure là. D'accord? L'operculisation de la vallée sylvienne est un élément fondamental dans la giration. Au deuxième trimestre, elle est complètement ouverte. Elle est peu contributive. Au troisième trimestre, si vous faites un examen au troisième trimestre, regardez-la systématiquement. Et puis, bien entendu, les biométries. On veut chercher quoi? On veut rechercher une microcéphalie. La microcéphalie, c'est quoi? C'est une taille de périmètre crânien inférieure à 3 déviations standards, donc largement inférieure au premier percentile, et qui est en fait, la plupart du temps, en rapport avec une anomalie du développement du cerveau. D'accord? Anomalie des contours, c'est la craniosténose, et puis bien entendu, vous avez des anomalies de la boîte crânienne en rapport avec des pathologies connues. La non-fermeture du tube neural donne un crâne en citron. Les aneuploïdies, la trisomie 13 ou 18 donnent des crânes en fraise. Voilà. Coupe du bip. Après, comment on fait pour avoir la coupe des ventricules? Vous voyez, on fait juste ce petit mouvement de rotation. Voilà. Les ventricules, donc ça c'est la coupe du bip, et il faut que je dégage cet espace-là. Et je fais, vous voyez, juste ce petit mouvement de rotation de la droite. J'ai les mêmes rapports anatomiques de la gauche, mais je dégage cette partie-là, et je vois bien mon ventricule. Comment on mesure les ventricules? Les ventricules, c'est fondamental, là aussi, d'avoir une reproductibilité de vos mesures, parce que vous allez inquiéter plus ou moins un temps la patiente si vous ne faites pas... si vous ne respectez pas les critères de qualité. Ces critères de qualité, c'est Laurent Guilbault et Lyon qui les avait décrits, et tout le monde fait de la même manière. On mesure le ventricule sur une coupe où on voit la cavité septale ou les piliers du fornix, et on le mesure, on dégage bien cet espace-là en regard du sillon pariéto-occipital. Vous mesurez l'espace de manière à ce que ça soit caliper on-to-one, comme vous mesurez la clarté nucale, d'accord? Donc de la partie intérieure à la partie inférieure. Donc encore une fois, sur un vrai cliché, donc là on a un ventricule à vitre, on n'est pas sur une dilatation ventriculaire. Une dilatation ventriculaire, il faut l'envoyer à un spécialiste lorsque vous avez une dilatation ventriculaire supérieure à 10 mm. D'accord? Et donc là, vous voyez quoi? Vous voyez, c'est pas une cavité septale, ce sont les piliers du fornix, vous le savez parce que normalement la cavité septale c'est anéchogène à l'intérieur. Attention à ça. On mesure en face du sillon pariéto-occipital et on met les calipers on-to-on. D'accord? Et là, vous avez une mesure extrêmement fiable. Quelques difficultés lorsque vous faites votre mesure du ventricule. Attention à mesurer votre ventricule en regard de la focale. D'accord? Si vous avez une focale qui n'est pas appropriée au bon endroit, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas dégager cet espace-là. Et donc, du coup, vous allez mesurer de cet espace à cet espace-là. Cet espace-là va être peu réfléchi. Et donc, du coup, vous allez inquiéter la patiente à tort. De la même manière, on ne voit jamais le ventricule proximal. Là, on est au début du deuxième trimestre, on le voit, mais plus vous allez avancer dans le temps, moins vous allez être capable de mesurer cette dilatation ventriculaire qui pourrait être sur le ventricule proximal. Ce qui nous intéresse, c'est cette mesure-là. Et vous pouvez avoir accès à cette dilatation, s'il y a une dilatation, en regardant la corne frontale proximale. D'accord? Et enfin, on va terminer sur
les anomalies de la fosse postérieure, donc c'est un examen de dépistage de la fosse postérieure, où ce qui nous intéresse, c'est respecter la coupe cavo-thalamo-cérébelleuse. Donc ça, c'est la troisième coupe qui vous est demandée systématiquement. Donc c'est un mouvement assez simple. Vous voyez, on était à 15 degrés, on était sur l'étage ventriculaire, vous allez vous entraîner. Et si vous décalez encore plus et que vous allez vers la base du crâne, vous allez avoir de cette coupe, en inclinant cette partie-là, vous allez avoir la coupe cavo-thalamo-cérébelleuse avec la grande citerne qui est un élément fondamental à mesurer si vous pensez que c'est élevé. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a comme renseignement? On a encore la cavité septale, le complexe antérieur, l'operculisation de la vallée ciliaire, la grande citerne qu'on peut mesurer, et puis, bien entendu, la forme du cervelet, ce qui nous intéresse, vérifier qu'il y a bien un aspect échogène ici qui pourrait ressembler au vermis. Alors, anomalie de la boîte crânienne, on va répondre aux différentes questions. On nous demandait de regarder la boîte crânienne. Qu'est-ce que c'est qu'une anencéphalie? Une anencéphalie, en France, on en voit quasiment très peu au décours du deuxième trimestre. C'est-à-dire que les gens se sont bien formés et au premier trimestre, on fait le diagnostic d'un anencéphale. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites une mesure de la longueur crânio-caudale, vous voyez ce pôle céphalique que vous avez avec une boîte crânienne qu'on a du mal à imaginer, mais on voit bien que le cerveau est bien contenu dans cet espace-là. Lorsque vous avez une anencéphalie, vous avez cet espace au-dessus des yeux qui n'existe pas, d'accord? Donc du coup, vous avez un cerveau en coupe coronale qui baigne et qui est complètement sorti de sa boîte crânienne, d'accord? Donc vous avez le bas du visage qui existe, l'étage moyen et inférieur qui existe, mais tout ce qui est au-dessus de la racine nasale n'existe pas, et donc du coup vous avez le cerveau qui baigne dans le liquide amniotique. Et lorsque vous regardez les bébés, ça donne un visage de batracien, ce qu'on dit, avec un hypertélorisme, et voilà. Acranie, qu'est-ce que je vous dis, parce que c'est toujours intéressant si vous rencontrez une patiente qui a un antécédent d'acranie, ce sont des pathologies en rapport avec une non-fermeture du tube neural sur le pôle céphalique et non pas sur le pôle caudal comme le spina. Et les enjeux sont les mêmes, il faut faire une supplémentation en acide folique systématiquement à 5 mg par jour. 5 mg par jour. Ok, les différentes formes de crâne sur lesquelles vous pouvez être vigilant. Alors, brachycéphalie, attention, n'allez jamais suspecter une trisomie 21 juste sur un aspect de brachycéphalie, parce que ce n'est pas un élément suffisamment fort, mais on sait que les trisomies 21 ont un diamètre bipariétal qui est augmenté. La trisomie 18, c'est des syndromes polymalformatifs, où on a souvent une microcéphalie, puis avec un crâne dit en fraise. Et puis l'aspect qu'on connaît le plus, c'est le spina bifida, avec le retentissement sur le pôle céphalique, qui va donner le crâne en citron. Voilà, le signe du citron, avec les bosses frontales qui sont complètement creusées, et souvent avec une malformation d'Arnold-Chiari dans ces contextes-là. Voilà, alors là je vous montre une histoire qui était intéressante. On nous l'avait adressée pour une dilatation ventriculaire à 15 mm. Et qu'est-ce qu'on voit? Voilà, cette petite malformation.